Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé 33 ans dans la maison de Molière. Vous n'avez pas joué les femmes savantes, mais vécu une grande histoire d'amour avec un homme savant, un homme de cœur, le pionnier de la greffe, Christian Cabrol. Et vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour, Bérengère d'Autun. Bonjour Jacques. Alors, vous publiez un livre sous le nom de Bérengère d'Autun Cabrol, puisque vous étiez marié. Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière, aux éditions de l'Archipel. On va en parler tout à l'heure. Mais en même temps, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours. Et Dieu sait s'il s'est passé des choses pendant votre longue carrière. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 22 mai 1966. D'après mes calculs, c'est votre première télé, car il y en a peu. Oui. C'est Le Miroir à trois faces, un opéra Le Roi 10, où vous jouez un rôle de comédienne. Vous en souvenez? Je joue la méchante reine. Oui. Et c'est votre première télé? Oui, absolument. Oui, et Le Roi 10 c'est un opéra d'Édouard Lalo qui évoquait une légende bretonne à Is, la capitale de la Cornouaille. Oui, oui. Et vous êtes comédienne à la télé. C'était une première pour vous? Ah, je n'avais jamais fait de télévision. J'étais bien aise de faire ma première télévision, même si c'était le rôle d'une méchante. Mais enfin, j'en ai tellement eu des rôles de... Non, pas des rôles de méchante, des rôles de contrariés. Voilà. Et le texte était d'Arnaud Charlebrun, qu'on a un peu oublié, et qui est un monsieur qui a été le pionnier de la radio, qui a réalisé les premières émissions d'information au Poste parisien en 1939. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 39, ça me parle, cette date. Oui, c'est autre chose. Alors, effectivement, à cette époque, vous êtes jeune pensionnaire de la Comédie Française, on va en reparler, et vous apprenez des rôles, mais surtout, vous n'êtes pas né en France, vous êtes né à Rabat. Oui, oui. Je suis né à Rabat, c'est pour ça que quand je suis arrivé en France après-guerre, je disais tout le temps, j'ai froid, parce que mon corps a grandi dans la chaleur. Et des jeunes années difficiles parce que votre père était médecin militaire et la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Ah non, nous étions... en fait, la solde de capitaine de mon père ne permettait pas d'avoir 2 enfants. Et ma naissance n'était pas souhaitée du tout par mon père. Surtout une fille. Une fille, encore un garçon, il aurait supporté, mais l'indécence d'une fille, qu'est-ce que c'est une fille? Ça sert à rien. C'est jamais qu'un ventre pour une autre famille. Une fille, ça n'est rien. J'ai entendu ça toute mon enfance. C'est pas facile à vivre. Non, extrêmement difficile. Mais j'ai fait une grande résilience. Et d'ailleurs, votre père vous frappait avec une cravache? Oui, absolument. Je sais pas comment ça se fait. Mais parce que mon père, je l'ai compris beaucoup plus tard, mon père se vengeait sur moi du fait qu'il n'avait pas pu dominer ma mère. Parce que mon père n'était pas né noble, ma mère était d'une grande famille. Et lui, il avait espéré... se hisser auprès de ma mère et il n'a jamais pu, donc il se vengeait sur moi, il me frappait. Je l'ai compris beaucoup plus tard et je lui ai pardonné. Oui, mais ça marque à vie ce genre de choses, Bérengère d'Autun. Pardon? Ça marque à vie? Oui, complètement, mais si on ne fait pas la résilience, on ne peut pas vivre si on n'aime pas. Donc j'ai pardonné à mon père et je l'aime parce que j'ai compris sa douleur. Il faut pardonner toujours. Ça veut dire une enfance dans une solitude absolue. Ah oui, sauf... Oui, parce que ma mère était malade, donc mon père, c'était l'horreur. Ma mère était malade de ma naissance. Grâce à Dieu, j'avais mon frère, Olivier, qui a été tout l'amour de mon enfance. C'est une merveille d'avoir eu mon frère. Et puis, il y avait des problèmes de nourriture. Je crois que vous deviez manger des sauterelles que vous preniez dans le jardin. Oui. Et en plus, j'ai jamais compris si c'est trop loin. Si mon père faisait ça en tant que médecin ou par économie. Parce que la plupart des repas se passaient avec des raisins et des sauterelles grillées. Bon, non tact, nous on faisait, mais en fait, j'ai jamais compris si mon père faisait ça par économie ou en tant que médecin pour nous montrer qu'il faut être équilibré, économe et que, mon Dieu, les sauterelles, c'est de la vitamine, que c'est bien, voilà. Ça devait pas être très bon quand même. C'était pas extraordinaire, non. Comme repas. Mais il y a d'ailleurs un traiteur à Paris qui, pendant des années, dans les 70-80, s'est installé en vendant comme ça des sauterelles grillées. Oui, ça n'a pas marché longtemps. Bon, ça peut pas marcher parce que les sauterelles grillées, ça va un moment, quoi. Mais alors, on sait aussi que lorsqu'elles sont affamées, les sauterelles peuvent manger même la laine sur le dos des moutons et ingérer le plastique des moustiquaires. Elles sont capables de manger des quantités énormes. Ça, vous me l'apprenez. On n'a jamais eu d'invasion de sauterelles à Marrakech. Non. Alors, Marrakech ou Rabat, puisque vous avez grandi en fonction des affectations de votre père, Bérengère d'Autun. Oui, mais enfin, j'ai surtout
vraiment eu conscience et pris petite connaissance de la vie à Marrakech, dans la grande villa militaire de mon père. Et puis il y avait le parfum de Marrakech, des graines parfumées d'épices. Ah, bah, c'est-à-dire, nous trouvions ça dans la cuisine avec la Fatma et le boy. Et j'avais toutes ces douces odeurs qui me montaient. Et puis les odeurs dans le jardin, quand je sortais, l'air là-bas était... J'ai le souvenir d'une douceur de vie, malgré tout ce que je vivais. J'avais une grande douceur de vivre. Et comme mon frère, c'était la seule personne qui m'aime. Quand il partait pour l'école, je l'attendais comme un chien. Je l'attendais au pied de l'escalier jusqu'à ce qu'il revienne. Et là, j'avais tout le temps de goûter, mais j'étais dans l'attente du seul amour que j'avais, mon frère. Alors ça a duré 6 ans, Bérengère Oui. Dautin. Puis ensuite, vous êtes venu en France, où je crois que vous avez grandi chez vos grands-parents, en Auvergne, à Brioude. Oui, exactement. Et je suis arrivée en France et je disais à ma grand-mère, quand je chointais à l'époque, je lui disais, j'ai les doigts glacés, j'ai froid. Et j'avais tout le temps froid. Et Brioude, il y a un habitant célèbre, c'est Romain Bardet, coureur cycliste du Tour de France, meilleur Français du Tour de France entre 2013 et 2018, et qui est né à Brioude. Je ne le savais pas. Et c'est vrai que c'est l'Auvergne, c'est joli, mais c'est un peu frais. Bah, il fait très froid, mais le seul bonheur que j'avais, c'était une petite ruelle très étroite, la rue Lapardige, petite maison à étage, c'était très étroit, mais heureusement, quand j'étais toute petite, mon grand-père m'emmenait dans sa carriole au jardin. Et là, alors là, c'était le bonheur de découvrir les arbres, les herbes, les pommiers. Enfin, j'avais beaucoup de bonheur dans le jardin. Oui. Une nature que d'ailleurs qu'on ne connaît plus aujourd'hui, parce que tout ça a un peu disparu. Mais non, je pense que dans les jardins de campagne, il doit exister encore ces rangs d'asperges. Je pense que ça existe encore. Et il y avait aussi un château à Angeny qui vous a marqué. Et ben voilà, c'est tout le drame de mon père, si vous voulez, parce que mon père venait de la rue Lapardige et ma mère était née dans ce grand château d'Angeny. Dans le Cantal, hein, c'est ça. Dans le Cantal, qui est l'une des plus belles choses de ma vie. D'ailleurs, chez moi, il y a, dès que j'entre, et un peu partout, il y a les 4 tours d'Angeny. Et ça, c'est tout le bonheur de ma vie, la hauteur de ces tours. Et puis mes ancêtres là-bas, et l'histoire de ce château construit au XVe siècle. Et qui est un château très visité. Très visité, qui est encore aux mains de mon cousin, Robert de Léotois. Et je dois dire que ce lieu, pour moi, est essentiel dans ma vie. C'est le point de bonheur culminant du fond de mon enfance. Et il y a un roman qui est essentiel aussi à votre cœur et à votre vie, Bérengère Dautin, c'est Le Passe-Muraille de Marcel Aimé. Bah, oui, à cause du mur. Voilà, parce qu'effectivement, dans le jardin de mon grand-père, où j'ai tout fait là-bas, j'ai tout fait. J'étais une enfant repliée parce que pas d'amour, sauf mon frère. Et puis, un jour, dans le jardin de mon grand-père, alors que j'étais profondément triste, j'ai entendu par-dessus le mur du jardin des chants d'enfants, des chants. Et je me souviendrai toujours, je n'ai jamais oublié. Ah, il fallait pas qu'ils viennent. Ah, il fallait pas y aller. Et ce qui se passait par-dessus le mur m'a attiré. Je dis, c'est là, la vie. C'est pas ce qu'on veut me proposer là. La vie, c'est là, par-dessus le mur. Et mon existence a commencé à partir de cet instant, quand je su que tout serait toujours devant. Que cherchent-ils au ciel ces aveugles? Les nuages, là-bas, les merveilleux nuages. J'ai toujours vécu avec. Tout est toujours devant, à construire. Ma vie a débuté ce jour-là, derrière le mur. Et en même temps, effectivement, Monsieur Dutilleul, dans Le Passe-Muraille, traverse les murs. Et oui, Et moi, j'ai passé par-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une sculpture qui existe place Marcel Aimé, où il habitait à Montmartre, faite par Jean Marais, et qui est aussi visitée que le buste de Dalida. Ah, alors là, tant mieux pour Marcel Aimé. Et puis, il y a eu une découverte aussi, c'est la danse, car la danse a été très importante pour vous. Oui, parce que, justement, quand j'ai retrouvé ma mère après Brioude, elle a vu en face d'elle une petite chose
comme ça. Parce que j'avais découvert mon mur, mais ça restait là. Et elle s'est dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a emmenée à un cours de danse. Et là, j'ai découvert, tout d'un coup, je retrouvais déjà par-delà le mur, je retrouvais le geste, je pouvais m'envoler déjà, je m'envolais. Et puis jusqu'au jour où ma mère a dit, tiens, pour qu'elle soit une meilleure danseuse, on va lui faire du théâtre. Et là, eh bien, j'ai été prise par le mot. Et la suite de ma vie, ça a été le geste ou le mot. Oui. Et j'ai choisi le mot par raison, en fait, parce que je savais que le geste ne me mènerait que vers les 40 ans. Et que vers 40 ans, comme toutes les danseuses, je serais professeur quelque part, prestigieux ou pas, mais professeur. Alors que le mot me mènerait jusqu'à la mort. Et comme Molière, pourquoi pas mourir en scène? Oui, on n'en est pas là pour l'instant. Il y a eu je suis bien décidé à passer les 6-20. Oui, c'est les 120 ans, quoi. Eh ben, on l'espère, et surtout, tout a commencé avec une date importante aussi, le 1er janvier 1964. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bérengère Dautun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bérengère Dautun, qui publie sous son nom de femme mariée, Bérengère Dautun-Cabrol, Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière, aux éditions L'Archipel. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un ouvrage qui marque votre vie. Mais on revient à une autre date, le 1er janvier 64. Votre vie a débuté ce jour-là car vous êtes entré à la Comédie Française. Oui, oui. En fait, il y avait eu une injustice. J'avais eu mon premier prix première nommée extraordinaire. Et puis, Maurice Escande m'a dit, je suis embêtée, je ne peux pas t'engager tout de suite. J'ai engagé ma filleule. Sa filleule, c'était Myriam de Colombie. Qui a dirigé le Théâtre Montparnasse pendant des années. Et voilà, le drôle de l'histoire, c'est qu'elle est restée très peu de temps au Français et qu'elle est devenue grande directrice de théâtre et que moi, je suis devenue grande sociétaire de la Comédie Française. Alors, il faut savoir que Maurice Escande était à l'époque Donc, il a été, pardonnez-moi, fidèle à sa parole, en ce sens que un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je t'appelle parce que personne ne veut jouer Léonore. Donc, si les sociétaires trouvent que c'est un trop petit rôle. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, on te propose Léonore, mais dans 2 ans, tu joueras le rôle principal. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Mon calcul était bon. Et Maurice Escande était à l'époque l'administrateur du Français. Ah oui. Mais c'était un monsieur particulier, il était un peu fatigué. Je me souviens, une de mes premières interviews dans son bureau, il s'est endormi pendant l'interview. Ah, vous me stupéfiez. Ah oui. Il était très fatigué ce jour-là. Incroyable. Étonnant. Incroyable. Alors, bon, mais ça a duré un grand seigneur et d'une grande fidélité. Je viens de vous en donner la preuve. Alors, le théâtre, finalement, vous avez décidé d'en faire et vous avez commencé à prendre des cours au départ, Bérengère Dautun. C'est là où ma mère m'a mis dans un cours de théâtre. Bon, je passe Joël Guillot. Non, c'est pas Joël, c'était Suzette Guillot qui m'a commencé à apprendre les rudiments. Et puis après, mon premier vrai grand cours de théâtre, ça a été le cours Simon. Comme tout le monde. Oui, René Simon a découvert toutes les stars, Pierre Mondy, Belmondo, Jacqueline Maillan. Oui. Et il m'a posé, vous savez qu'il faisait, il broquait son projecteur sur quelqu'un et il m'a dit, toi, tu m'apprends l'histoire du bon brahmine. Et en fait, l'histoire du bon brahmine, c'est est-ce qu'il vaut mieux être bête et heureux ou intelligent et malheureux? Il avait déjà compris la chose. Ouais. Et donc, 2 jours après, il me dit, tu le sais? Je dis, oui, bien sûr, maître. Il m'a dit, toi, tu arriveras parce que tu es une travailleuse. Et c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé. Énormément. J'ai pris des rôles au pied levé en 24 heures. J'étais un monstre de travail. Et alors, vous avez fait le concours du conservatoire. Ah oui, bien sûr. Et là, ça a été, au départ, René Simon distribuait les scènes, mais ça collait pas parce que vous vouliez affiner le sens de chaque phrase et il ne voulait pas, Bérengère Dautun. C'est-à-dire, le problème, c'est que René Simon, c'était l'espèce de, voilà, je vous l'ai dit, de découvreur d'âme et tout ça, mais alors le travail des scènes, ça l'intéressait pas. Alors là, pour ma scène de concours, ça piétinait. Et un jour, on m'a dit, tu sais, il y a un jeune pensionnaire du Français qui est remarquable, c'est Jean-Laurent Cochet. Je prends rendez-vous, j'y vais. Et là, aux merveilles, toutes les phrases étaient ciselées, c'était extraordinaire. Et je suis arrivée à ce concours. Si je faisais exactement ce que disait Jean-Laurent, c'était sûr, j'aurais le premier prix. Et effectivement, je suis entrée en scène. Ah, vous voici, regarde. Et, miracle, toutes les répliques faisaient mouche. Les gens riaient. Et je suis sortie sous un tonnerre d'applaudissements grâce à Jean-Laurent Cochet. Oui, les cours avec Jean-Laurent Cochet étaient extraordinaires, mais difficiles parce qu'il commençait par raconter sa vie pendant des heures.
J'ai jamais pris de cours avec lui, mais j'ai juste été l'une de ses actrices fétiches, puisqu'après, je suis devenue sociétaire grâce à lui, parce qu'il m'avait engagée dans Béline, du Malade imaginaire, la femme de Jacques Charon. J'étais la plus jeune Béline à l'époque, ça se faisait pas. Et vous avez été testé, vous êtes devenu sociétaire. Ah ben parce que Jacques Charon, je suis très travailleuse, et Jacques Charon était très traqueur. Chaque jour, avant cette représentation, j'allais dans sa loge et je répétais avec lui « mon ami, mon amour, mon nanana, voilà. Et au comité d'après, il a dit « Bérengère Dautun, sociétaire ». C'est encore grâce à mon travail. Alors, Jacques Charon est un comédien extraordinaire qui a été l'âme du français, qui n'a vécu que pour ça pendant des années. Oui, absolument. Il n'a vécu que pour ça. À sa mort, il nous a laissés complètement orphelins. Il est mort très jeune en plus. Mais il est mort d'excès de travail, il est mort chez lui, comme mourra Jean Le Poulain des années plus tard. La même mort. Pouf, Tombé. Et Jean Le Poulain, il est mort pareil, sur lui-même, d'un instant à l'autre. Et ces gens-là travaillaient énormément, mangeaient énormément, faisaient la fête. Il en faisait trop. Je ne sais pas ce que faisait Le Poulain, mais Jacques Charon, que je côtoyais tout le temps, c'était un boulimique, il mangeait, il buvait, il mangeait trop, il faisait trop de travail, et puis un jour, le physique s'est vengé. Il y a des scènes à la télévision où on le voit faire un numéro de tutu avec Robert Hirsch et Jacques Chazot. C'est extraordinaire. Ils étaient tous les deux, mais extraordinaire, c'était fabuleux de vivre avec eux. Vraiment, j'ai vécu cette grande période du français entre lui, Robert Hirsch, Jean Piat, c'était des phares. Oui, Jean Piat, c'était la Comédie Française. C'est lui d'ailleurs qui a imposé le classique dans Au Théâtre ce soir. Il a été le premier à convaincre la télévision que la Comédie Française pouvait tourner au Théâtre ce soir. Et Robert Hirsch était à l'époque quelqu'un de très drôle, de très facétieux. Oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que je crois qu'il a joué dans une pièce où Charon l'a vraiment mis en scène, qui a été un fédo. Bousin, oui. Le fameux Bousin, où on ne savait plus comment il faisait avec son corps. C'était prodigieux de le voir faire. Bousin, ce petit bonhomme en caoutchouc, quoi. Il était complètement en caoutchouc. Et puis votre premier prix, vous l'avez partagé avec Geneviève Casil à l'époque, je crois, Bérengère Dautun. Nous étions 3. Moi, j'étais première nommée, c'est-à-dire ce qu'on appelle the must. Puis après, il y avait Geneviève Casil, et après Michel André, qui a pris Casil, on sait la carrière qu'elle a fait, et nous voyons toujours. Mais Michel André a pris une autre voie. Voilà. Et Geneviève Casil, j'ai un souvenir où elle jouait un sujet de roman au Palais Royal avec Michel Aumont. Arrive un soir, Barquet dans la salle, qui demande des places. Elle n'était pas là, on lui donne. Et puis, il voit le spectacle, il s'endort un petit peu. Et à la fin, il demande à parler à Jean-Claude Brialy. Il s'est trompé de spectacle, il y avait 2 guiteries à Paris. Et il avait vu le mauvais. Que c'est incroyable. Ça, c'est une histoire incroyable. Et elle est vraie. Oh. Alors, il faut savoir qu'avant tout ça, vous avez connu un temps difficile, celui de la figuration. C'est-à-dire qu'il fallait manger, il fallait trouver de l'argent. C'était pas évident. Parce que comme j'ai quitté mon père, c'était normal que ça se passe comme ça entre nous, à 21 ans. Il y a eu l'ordre en trop. Bérengère, vous rentrez tout de suite à la maison. Oui, c'est-à-dire qu'il était venu au conservatoire. Je n'y attendais pas. Oui. Et il avait à côté de moi mon amoureux que j'aimais bien, mais enfin bon. Et il m'a dit, Bérengère, vous rentrez tout de suite à la maison. J'ai même pas réfléchi. C'était l'ordre en trop. J'avais 21 ans, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai tourné les talons, je suis parti. Et donc, effectivement, après ça, j'avais pas de moyens de vivre. Mon fiancé avec lequel je me suis mariée n'avait pas beaucoup de moyens et j'ai dû faire de la figuration pour vivre et j'ai un souvenir extraordinaire de ces dommages qu'elle soit une putain avec Alain Delon et Romy Schneider et sous la direction de Visconti. Vous aviez un tout petit rôle dedans? Ben oui, un rôle de danseuse, de figurante danseuse. Mais c'était tellement beau de les voir vivre, Romy Schneider et Alain. Puis avec Alain, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des années plus tard, nous nous sommes rencontrés avec mon mari et on a eu beaucoup de compagnonnage avec lui. Et après la mort de Christian,
il m'a toujours fait signe. Il n'est pas oublieux, Alain Delon. Nous sommes d'accord. Et puis il y a eu un feuilleton. Sur Radio Luxembourg, à l'époque, il y avait des feuilletons. Nicole et l'amour, qui a duré pendant 5 ans. Oui. Et vous étiez la star de ce feuilleton. Ah oui. Et beaucoup de jeunes filles sont appelées Bérangère grâce à ce feuilleton. Oui, parce que ça passait tous les jours. L'après-midi sur Radio Luxembourg. Oui, oui, et ça passait tous les jours. Alors, je recevais du courrier sur l'enveloppe. Il y avait bien Bérangère d'Autun et dedans... Nicole, surtout n'écoutez pas cette mauvaise Consuelo. Ne quittez pas votre mari. Vous devriez avoir... Enfin, c'était fabuleux. Et tous les jours, à l'heure de la vaisselle, les femmes entendaient avec Bérangère d'Autun. Bérangère, tiens, c'est joli comme prénom. Et beaucoup de petites filles se sont appelées Bérangère grâce à Nicole et l'amour. Vous étiez entré dans ce feuilleton à la suite d'un casting ? Je ne sais plus du tout comment ça s'est passé. Je sais que j'ai fait un autre grand feuilleton sur une seule réplique, celle de Cyrano de Bergerac, ouais. Un grain de ce raisin, un seul, merci monsieur. Et là, un réalisateur m'avait remarqué, a dit, je l'avais pour mon feuilleton. Et ça a duré 5 ans. Et ça a duré 5 ans. Et voilà. C'était l'époque des grands feuilletons qui sont les ancêtres des feuilletons d'aujourd'hui. J'en ai fait, non, hélas, il n'y en a plus, mais j'en ai fait, j'ai fait ça, j'ai fait Rue Courte. 42 Rue Courte, écrit par Raymond Forlani. Et puis, à France Inter, il y a eu des grands faits. Un ballon en or, où je faisais une fausse star américaine. J'avais déjà un très fort accent américain. Elle était une fausse star. Mais c'était drôle. C'était drôle avec Roger Carrel, Pierre Mondy. Il arrivait qu'on ne puisse pas finir des séquences tellement on riait. Mais c'était extraordinaire à vivre. Et dans votre vie, il y a une date importante aussi, le 5 juin 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Bérangère d'Autun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bérangère d'Autun. Bérangère d'Autun-Cabrol qui publie Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière à l'archipel. On en parlera tout à l'heure. J'en reviens au 5 juin 1987, une rencontre à la Comédie Française, un spectateur pas comme les autres, dont vous allez reconnaître la voix. Françaises, Français, mes chers compatriotes. François Mitterrand vient ce soir-là voir le suicide et se dirige vers vous. François Mitterrand. Ah, c'est extraordinaire, oui. Et là, François Mitterrand avait assisté à mon premier mariage. Il était à l'époque député. Député de la Nièvre, oui. Exactement. Et il avait une passion pour mon ex-belle-mère, Odette. Et là, ce jour-là, attention, Mitterrand est dans la salle, moi, tranquille. Puis on attend à la fin... en rang protocolaire et l'administrateur vient, fait entrer François Mitterrand et il se précipite vers moi et me dit « Comment va Odette ?» Et là, la fidélité de Mitterrand, c'était extraordinaire. Et là, on est parti comme si on s'était quitté la veille. Il m'a parlé de ma belle-mère et les autres, la gueule des autres. Ah, je vous dis pas, grand-mère, Bérangère d'Autun. La jalousie, les amis que je me suis fait ce jour-là, je vous dis pas. Voilà. Et après ça, on a repris des liens plus proches avec François Mitterrand. Il m'a invité à l'Élysée et j'ai un souvenir, mais émerveillé de ce déjeuner en tête-à-tête, l'éblouissement que j'avais pour la culture de cet homme. Il était fabuleux, voilà. C'est-à-dire qu'il vous a appelé pour vous inviter. Alors, absolument. Les autres rendez-vous comptaient absolument pas. Vous étiez la seule personne à qui il parlait pendant 2 heures. Oui. Enfin, il avait d'autres déjeuners. Oui. Il était ému. Mais là, il voulait me voir pour reparler de sa belle-mère. Et surtout... Parce que Mitterrand ne faisait jamais rien pour rien non plus. Il avait une nièce qui allait s'installer dans un village de Lozère où j'avais une maison, la gare de Guérin. Et en fait, tout ça, au bout du compte, on me dit « Ah, écoutez, j'ai Brigitte qui vient s'installer à la gare. Vous veillerez bien sur elle ?»« Ah, bah bien sûr, monsieur le président, parce que là-bas, il n'y a rien. S'il n'est pas guidé par quelqu'un, votre nièce ne trouvera rien. » Donc, il m'avait chargé de m'occuper de sa nièce, Brigitte Landry. Et il avait une grande culture, et je crois que vous lui avez fait découvrir Kundera. Milan Kundera, parce que ce qui me frappait dans ce livre, c'est que le héros ne part pas avec la femme qu'il aime, mais il part avec celle avec qui il dort. Et pour moi, c'était très important, le sommeil partagé. Donc on ne part pas avec un rêve, on part avec le quotidien, avec celui
qui vous serre dans ses bras ou vous touchez la nuit. Voilà. Et il était stupéfait de ce livre-là. Alors qu'il connaissait tout, il ne connaissait pas ce livre. Il ne connaissait pas ce livre-là. Et pourtant, quelle culture, mais non, celui-là, ça lui avait échappé. Et il y avait de grandes promenades dans le parc, je crois, après le déjeuner. Alors il m'emmenait souvent dans le parc. Il était fabuleux parce qu'il s'intéressait à tout, même aux plantes, même... et moi, je le regardais, je suivais, j'étais fascinée. Cet homme petit, mais un charme, un charisme. On ne pouvait pas ne pas être fasciné par Mitterrand. C'était impossible. Et un jour, il vous a parlé des forces de l'esprit, oui. Mais ça, au départ, c'était pas évident. Vous ne pensiez pas qu'il s'intéressait à ça. Oui, mais quand vous le voyez, vous s'intéressez à tout comme ça. Il était relié à l'éternité du monde, je suis sûre. Et quand il a dit ça, moi, ça ne m'a pas étonnée, parce qu'il était profondément relié à l'après, au prolongement du monde, à travers toutes choses, à travers les fleurs, à travers les roches, enfin, c'était un homme dans l'éternité. Et il vous a téléphoné un jour, Bérengère d'Autun, François Mitterrand, pour vous demander s'il devait nommer Jean Le Poulain à la Comédie Française. Absolument. Il m'a demandé alors, Bérengère, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je dois nommer Jean Le Poulain? Oui, monsieur le Président, oui, vous faites un très très bon choix. Voilà. Mais il me demandait à l'époque, il me demandait sur beaucoup, il appelait de n'importe où. N'importe où. Et je me souviens la première fois en maison de campagne quand il a téléphoné, il y avait ma mère, il y avait ma marraine. Oui, allô, bonjour monsieur. Ma mère, parce que je m'ébruitais pas, ma mère était stupéfaite que le président m'appelle n'importe où. Il appelait de n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Et je répondais présent, évidemment. Et Jean Le Poulain, justement, vous avez été son partenaire, je crois, Bérengère d'Autun, notamment dans La Puce à l'oreille. Oh, poche, voilà. Et il était très double. En fait, c'était un acteur, un acteur que tout le monde pensait uniquement comique. Et c'était un homme d'une profondeur. Quand vous étiez dans sa chambre, c'était plein d'astrologie, plein de tarot. Donc, il était double. Il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. D'ailleurs, il ne serait pas devenu administrateur sans ça. S'il n'y avait pas eu derrière lui toute cette culture, toute cette interrogation sur le sort des autres autour de lui. Parce qu'un administrateur, il doit fédérer sa troupe, penser au rôle de chacun. C'était un homme que j'ai beaucoup aimé, Jean Le Poulain. Et il travaillait énormément. Il y a une pièce qu'il joue avec Maria Pacôme, qui est Le Noir te va si bien, qui est devenu un classique total, où c'est un numéro de musical, les deux cabots, tous les deux. C'est à qui en fera le plus. Oh, bah il aimait ça quand même. Faut pas lui enlever ça, c'est sûr. Et il vous en faisait voir sur scène aussi, quelquefois? C'est-à-dire, c'était très difficile quand il avait décidé de faire rire, de ne pas rire. C'était extrêmement difficile, il fallait garder son sérieux, mais on y arrivait quand même. Mais il aimait bien faire rire. Et la carrière de Jean Le Poulain, je ne sais pas si vous le savez, Bérengère d'Autun, a démarré de façon curieuse. Il jouait au rugby à Toulon. Un jour, le ballon sort du stade, traverse la rue. Il traverse la rue pour aller le rechercher. Il voit un copain qui allait au cours de comédie à côté. Il dit, tiens, ça m'intéresse. Et avec son ballon et son t-shirt, il va au cours de comédie. J'ignorais. Et il a adoré. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ignorais complètement. C'est fou, hein? Ah oui. Et il est mort en pleine gloire, malheureusement. Ah oui, il est mort, je vous dis, comme le Petit Prince. Il y a deux morts semblables, Le Poulain et Charon. Alors, ils sont morts de la même façon, pof. On a parlé de François Mitterrand, mais vous avez aussi connu le général de Gaulle, président, Bérengère d'Autun. Alors là, c'est le plus grand éblouissement de ma vie. J'étais vraiment jeune pensionnaire. Et je crois de ma vie, j'ai jamais eu plus forte impression. Parce qu'à l'époque, c'était traditionnel, les 14 juillet, il y avait des grandes cérémonies, ça ne se fait plus maintenant. Et on nous présentait, et par autre, moi j'ai été une petite pensionnaire, et quand ça a été mon tour d'être présenté au général de Gaulle, j'avoue que je suis restée. Je pense que c'est dans mon esprit, je ne l'ai jamais oublié, comme le chant des enfants. C'est la vision la plus forte de ma vie. La grandeur de cet homme, il ne faisait rien, il était. Et je comprenais, rien qu'en le voyant, qu'il avait sauvé la France. Mais en même temps, les comédiens, il appelait tout le monde maître. Quand il les recevait, il ne savait pas très bien qui c'était. Non, il ne savait pas qui était du tout. Et il y a une anecdote qui est célèbre. Un jour, il rencontre Jacques Tati et André Malraux, ministre de la Culture, lui glisse à l'oreille, c'est mon oncle. Et le de Gaulle a dit, j'adore votre neveu.
L'histoire est authentique. Non, mais, oui. Alors, il se trouve qu'il y a aussi Georges Pompidou, car vous avez fait un spectacle à l'Élysée pour lui. Et j'ai adoré les Pompidou, vraiment. On avait eu un spectacle avec Paul Noël, et nous sommes restés en petit comité avec Claude et le président, Georges. Et je n'oublierai jamais la vraie simplicité, la vraie chaleur de ces deux êtres humains. Et il m'avait parlé d'un texte à la mort de Gabriel Russier, Comprenne qui veut. Et il tenait tellement à ce texte que quand Claude Pompidou, à l'anniversaire de sa mort, a demandé que je fasse cette cérémonie, j'ai repris ce texte sur Gabriel Russier. Et puis il y a eu Valéry Giscard d'Estaing qui est venu, lui, à la Comédie Française un soir en 77. Oui. Alors là, c'était le grand salut protocolaire. Oui, c'était autre chose. Comme Molière, ça nous touchait beaucoup parce que l'administrateur nous mettait par ordre protocolaire. Giscard d'Estaing. Mais je ne l'ai pas, comment vous dire, autant De Gaulle est une impression fantastique, autant Pompidou aussi. Giscard d'Estaing, j'ai souvenir de quelqu'un qui me faisait froid. Il m'a fait froid, Giscard d'Estaing. On vous a fait froid aussi quelquefois à la Comédie Française parce que vous avez passé 33 ans, mais vous avez découvert très vite, Bérengère d'Autun, qu'il y a des castes à la Comédie Française. Oh là là, oui. Mon Dieu, oui. Déjà, quand vous êtes... il y a des castes. Enfin, il y a eu divers castes. Quand vous entrez, vous n'aviez pas du tout le droit. Les pensionnaires n'avaient absolument pas le droit de s'asseoir à côté d'un sociétaire. Enfin, ça allait jusque-là. Ouais. Ça ne se faisait pas. Et puis après, à partir de mai 68, il y a eu... Ça, c'était juste des castes. Il y avait eu des castes. Castes qui jouaient la tragédie d'une façon, qui la jouaient d'une autre façon. Mais après, il y a eu, en revanche, des castes beaucoup plus insidieuses et que je n'ai pas du tout appréciées. Après ça, 68, c'était des castes politiques. Il n'y avait jamais eu de politique à la Comédie Française. Puis là, c'est devenu t'es droite ou t'es de gauche. Et là, je n'ai pas aimé ces castes-là, les castes politiques. Et puis, vous aviez votre loge, et justement, pendant mai 68, vous avez, je crois, dormi dans votre loge. Oui, parce que on voulait pas, il y a eu l'Odéon qui avait été complètement détruit. Oui. Et donc, nous avions des tours de garde. Et moi, j'ai souvenir, pour garder mon théâtre, j'ai dormi un jour dans ma loge. Il y avait une brigade de sociétaires, de tout. Et nous gardions notre théâtre. Il n'est rien arrivé à la Comédie Française. Nous faisions nos tours de garde et nous dormions dans les loges. Et parmi vos souvenirs heureux à la Comédie Française, Bérengère d'Autun, il y a le Misanthrope avec Georges Descrières. Oh là là, le Misanthrope. Arsinoé, c'est l'un des rôles que j'ai le plus aimé parce que c'est une amoureuse. Et surtout, Pierre Dux Pierre Dux a toujours voulu me faire jouer Arsinoé. Et en fait, c'était la première fois. C'était comme pour Béline. Béline, dont on a fait une femme jeune. Et je suis devenue sociétaire grâce à Béline. Et là, Arsinoé, il avait compris que c'était une amoureuse. Et j'ai aimé ce rôle parce qu'elle crève d'amour pour le misanthrope. Elle lui dit que c'était beau à vivre, cet amour non reçu. J'ai adoré. Voilà. Et Georges Descrières n'était pas encore Arsène Lupin ou toutes les séries télé. C'était un comédien étonnant, plein de charme, qui quelquefois avait des trous de mémoire. C'était pas facile à gérer, mais nous y arrivions. Et on le surnommait d'ailleurs, j'ai appris Georges des Gruyères, à cause de ses trous de mémoire. Oui. Et puis un jour, au bout de 33 ans, on vous a dit, c'est fini. C'est normal parce que 30 ans, c'est le maximum. Et après, comme on dit, vous pouvez continuer un peu, mais l'année où je suis partie, il y a eu 4 grands sociétaires qui partaient. Il y a eu moi, il y a eu Jacques Serres, François Seigné et Yves Gasque. Nous libérions en 12/12e, ça bloque la société. Ce qui fait que si au bout d'un certain temps, les grands sociétaires ne partent pas, on ne peut pas nommer d'autres sociétaires. Donc, avec ces 4 départs de gros sociétaires, ils ont pu nommer avec nos pas d'autres sociétaires. Mais c'est un déchirement. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que je fais toujours partie de la maison de Molière. Je ne l'ai jamais quittée, je ne la quitterai jamais. Je fais toujours partie de cette maison. Mais j'ai plus ma loge. Mais pour moi, je reste, mon cœur, il reste pour toujours à cette maison. Je suis tellement fière d'être la 450e sociétaire.
Je descends de Molière. Voilà, je suis heureux de descendre de Molière. Et votre cœur, il n'est pas que là. On en parle avec une autre date, le 24 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Bérengère Dautun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bérengère Dautun-Cabrol. Vous publiez le 24 mars 2022 Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière chez l'Archipel, une belle histoire d'amour. Et avant d'en parler, on écoute justement la voix de Christian Cabrol. Le problème, c'est que maintenant que la transplantation cardiaque a d'excellents résultats, ça se sait. Ça se sait parmi les confrères médecins, ça se sait parmi les malades. Et voilà, c'est que Christian Cabrol, c'est le père de la transplantation cardiaque. Il a réalisé la première le 27 avril 68 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui, oui, oui. Et c'était un Clovis Roblin, je crois. Oui, oui, c'est un... ça a été une chose extraordinaire parce que... depuis longtemps, ils étaient prêts. Ils opéraient des chiens, Et on disait toujours, mais on n'a pas le droit de le faire sur l'homme. Et puis, il y a la loi Caillavet qui a permis le prélèvement d'un cœur sur une personne vivante, du moment que le cerveau est mort. Et ce jour-là, il y a son assistant qui lui dit, patron, il y a un cas, c'est possible, on peut opérer, c'est formidable. Il dit, on n'a pas prévenu le patron, qui était... l'administration, enfin, voilà. L'administration, quoi. Et donc, ils le font, et c'est... Je n'oublierai jamais le geste de Christian quand il me racontait cette première opération et quand ils ont mis le petit cœur tout neuf dans cette poitrine ouverte et tout d'un coup que le cœur est reparti. Il me faisait toujours avec sa main tip-top, tip-top, tip-top. Et le cœur était reparti. Et c'était un miracle. Et ça a été le début des greffes cardiaques. Il a été le premier en France. Oui. Oui, voilà. Et malheureusement, ça ne pouvait pas durer parce qu'il n'y avait pas encore la cyclosporine. C'est-à-dire que l'organisme recevait un corps étranger et le rejetait. Et il a fallu la découverte de la cyclosporine pour prendre ce médicament et que tous les malades survivent enfin grâce à ce médicament. Et il a également été à l'origine, je crois, Christian Cabrol, de la première transplantation cardio-pulmonaire en 82 oui, et de la première implantation du cœur artificiel en France. Absolument, il a été le premier dans tout. Alors après ça, quand on a d'autres qui disent non, on est les premiers, non. C'est mon mari qui a été le premier de tout. Alors justement, moi je me souviens d'Emmanuel Vitria, qui a été le 4e greffé en France. Oui, et il n'a pas été opéré par mon mari. Non, c'était à Marseille. Et il est le seul qui, sans rien, a passé à travers tout. Il a fait 6738 jours et j'ai encore la dédicace de son livre de souvenirs où il avait écrit de tout cœur. Oh. Alors, oui. Si vous écrivez aujourd'hui ce livre sur Christian Cabrol, c'est que ça a été une histoire d'amour de 30 ans qui a démarré par hasard alors que vous ne deviez pas aller sur une croisière, Bérengère Dautun. Du tout. C'est-à-dire qu'en 86... Oui. Il y avait le centenaire du Figaro. Oui. Et ils invitaient The Must. Et alors, The Must de tous, ça les regardait. Mais The Must de la Comédie Française était l'administrateur et 2 sociétaires. L'administrateur, Jean Le Poulain, et 2 sociétaires, Paul Noël et moi. Je voulais pas faire cette croisière, ça m'embêtait. Et Paul m'a dit, viens. C'était l'Eugenio Costa qui était un paquebot. Un paquebot, mais fabuleux. Alors, Paul m'a fait ma garde-robe, je suis parti là-bas. Je m'embête. Et puis arrivé dans la cabine, elle m'habille et tout. Et donc dans une somptueuse robe, et j'arrive, j'arrive à la salle à manger, je vois tous les regards, Henri Amouroux, Jacques Faisan, Jean d'Ormesson. Tous les pionniers du Figaro. Voilà. Oui. Et tous les gens se... Je dis, tiens, c'est bizarre ça. Et je suis à la table d'Henri Amouroux, là, qui me faisait des yeux de poisson frit, et je m'embête. Et Paul vient me chercher, viens. Et elle m'amène devant une espèce d'homme immense. Alors, et elle dit, professeur, je vous présente Bérengère. Ça ne va pas très bien. Bérengère, je te présente le professeur Cabrol. Il est tout seul aussi. Et elle part, et à l'instant, nos mains se sont saisies, les regards, on a été scindés, mais immédiatement, soudés. On n'avait plus qu'une idée, c'était de se trouver pour être seul. Et on passait à travers les gens, et on n'arrivait pas à être seul. Et puis enfin, on est arrivé seul sur le pont du bateau, et on a échangé notre premier baiser. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis sociétaire de la Comédie Française. Qu'est-ce que c'est?
J'ai dit, bon, je t'expliquerai. Et puis alors là, il l'a voulu poursuivre et dit non. Et alors il est parti dans sa cabine et moi j'ai attendu 10 jours avant de le retrouver. Je me suis précipité sur mon téléphone. Il y avait son appel, on s'est retrouvés et là, on s'est retrouvés, on s'est unis et on ne s'est plus jamais quitté. Et cette histoire d'amour a commencé sur un boat où j'ai failli ne pas aller. Comme quoi, quand c'est écrit, hein, tout est écrit là-haut. Alors, vous aviez 14 ans de différence, il avait 60 ans et vous 46, et surtout, il était marié. Ah, alors là, la saga de notre mariage. Alors là, ça a été déjà très très longtemps. Il a fallu un article de journal où l'évidence c'était que nous étions ensemble, Christian Cabrol et moi. Alors elle a Une pris photo, le mort aux dents. Une photo. Et alors elle a pris le mort aux dents et elle a dit je demande le divorce. Et alors là, chaque fois qu'on arrivait enfin à une date où nous aurions pu nous marier, elle faisait appel. Et enfin, la saga de notre mariage, on a fini par se marier et on a dû se marier très discrètement pour qu'il n'y ait pas la meute des photographes. Et on s'est marié dans le 16e grâce à la complicité de notre ami Pierre-Christian Tétinger. Et tout s'est bien passé, mais surtout, vous avez découvert un homme qui est un génie de la science et de la médecine, mais qui ne savait rien faire en dehors de ça. Ah, mais c'est-à-dire qu'en plus, non mais rien, parce qu'il avait été élevé par, comment vous dire, un homme, ça ne fait rien. Sauf son métier. C'est-à-dire, il y avait sa mère, sa grand-mère et sa tante. Donc, rien à la maison. Et la première, je me souviens toujours de ma stupéfaction quand il est le premier dîner à la maison, sans y penser, je lui dis tiens, mets donc une bûche au feu. Et, parce qu'il adorait le feu. Et il a, non, et là, même une bûche au feu, il ne savait pas mettre les mains. Il devait protéger. Et puis le plus drôle qu'il m'ait fait, il ne savait pas, il ne voulait rien faire. Un jour, au bout de temps où nous vivions ensemble, je voulais quand même un petit peu, je le mets devant la cuisinière. Et je lui dis, regarde mon chéri, c'est pas compliqué, tu vois là, tu tournes le bouton, tu appuies, la flamme vient et ça chauffe. Oui, mais alors si tu ne fais plus la cuisine, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Et vous avez continué à faire la cuisine. Et voilà, j'ai continué à faire la cuisine. Mais c'était à tel point que les costumes, je ne savais même pas comment ça marchait. Ah non, je ne quittais jamais la maison sans que tout soit prêt. C'est-à-dire que quand je devais partir de bonne heure, toutes les affaires étaient prêtes et tout. Mais sinon, c'est moi qui l'habillais. Il avait pris l'habitude aussi, le bloc. On l'habillait au bloc opératoire. On l'habillait, donc la cuisine, il ne savait pas, faire autre chose, il ne savait pas, faire de commission, il ne savait pas, s'habiller, il ne savait pas, on l'habillait. Donc tout était toujours fait. Autour de lui, c'était juste, d'abord, quand il était petit, c'était le garçon, l'homme, et puis après, c'était le patron. On devait tout faire pour lui. Il ne faisait rien que admirablement son métier et sauver les gens. Oui, c'était important et c'est essentiel, mais c'était à tel point que lorsque vous finissiez tard à la Comédie Française, il y avait un restaurant, vous l'installiez, Bérengère Dotin. Je l'installais en face, Galopin, et là, quand je rentrais tard de la Comédie Française, je savais qu'il ne m'attendrait pas. Alors, Galopin savait exactement qu'est-ce qu'il lui fallait. Alors, pour l'entrée, c'était ça. Pour le plat, c'était ça. Et tout. C'était réglé vraiment comme un ballet. Et j'étais tranquille. Je savais que tout serait fait. Et il aimait la femme, mais la comédienne, ça ne l'intéressait pas vraiment, Bérengère Dotin. Mais c'est-à-dire que, dans l'esprit, il était fier dans l'esprit. Mais en fait, le problème, c'est que chaque fois qu'il venait au théâtre, je faisais attention à ce que je lui montrais. Par exemple, je ne l'ai jamais invité à venir voir jouer Louise Michel, voir sa femme faire ça. Il aurait pas aimé. Lever le bras, oui. Il n'aurait pas aimé. Mais en fait, j'ai compris le problème, c'est que chaque fois qu'il allait me voir jouer, il me disait « c'est pas toi, c'est pas toi ». Comment lui expliquer que justement, on est en scène pour que ce ne soit pas nous? Je n'ai jamais pu lui faire comprendre. D'ailleurs, un jour, vous lui avez raconté que vous aviez rencontré Eugène Ionesco. Oui. Ça lui a fait ni chaud ni froid. À moi, oui. Mais à lui, Eugène Ionesco, non. Jacques Brel, ça l'avait impressionné. Oui, vous avez fait du doublage avec Jacques Brel. Ah, fabuleux souvenir. Fabuleux, c'est un homme tellement plein de vie. C'est marqué là aussi, comme la chanson des enfants, la vitalité de Jacques Brel. Et c'est vrai que Brel, moi j'ai assisté à l'enregistrement d'une chanson de son dernier disque, alors qu'il était malade. Oui. Il arrivait, mais ça partait, c'était un déchaînement. Ah oui, un déchaînement de vie.
Alors, en même temps, c'est 30 ans de bonheur avec des voyages, des vacances. C'est vrai que vous avez fait le monde entier parce qu'il était invité dans tous les congrès avec Christian Cabrol. C'est-à-dire, moi, de mon côté, j'en avais déjà fait beaucoup, mais avec Christian, j'ai fait des voyages fabuleux, même jusqu'à Tahiti. C'était en Inde, le Taj Mahal. Parce qu'il faut savoir que c'était quand même une sommité. On a oublié que Mireille d'Arc a vécu grâce à Christian Cabrol. Ah oui, absolument, elle ne l'a jamais oublié. C'est grâce à Mireille d'Arc que Christian a eu son Institut du Cœur. Parce que c'était prêt, il avait fait tout l'Institut du Cœur, puis manquait toujours un papier, quelque chose. Et un jour, je ne sais plus quel ministre c'était, mais Mireille d'Arc a invité, elle était extraordinairement connue et d'une fidélité. Elle a fait venir Christian. Et il y avait le ministre en question qu'elle fait venir, dit « Alors, monsieur le ministre, il paraît que vous n'arrivez pas à signer le décret permettant que Christian Cabrol ouvre son Institut du Cœur ?» Ah ben non, j'ai jamais dit ça. Eh bien donc, vous le signez ce papier. Et là, elle a pris, Mireille d'Arc a pris le ministre, et là, en public, il a signé le décret. Elle était extraordinaire. Car il faut savoir que celui qui a opéré Mireille d'Arc et l'a sauvée, c'est Christian Cabrol. Oui, c'est grâce à Alain Delon, qui a dit « il faut que tu ailles voir le meilleur ». Et Christian a, ce qu'on ne sait pas, c'est que Christian a inventé pour Mireille une opération, parce qu'il n'était pas question qu'elle soit ouverte là. Donc, il a imaginé une opération très compliquée, aller chercher le cœur sous le sein gauche. Donc, les côtes ont été écartées là. Mais Mireille a toujours regardé son décolleté extraordinaire. Et grâce à l'invention qu'avait inventée Christian. Et elle disait toujours, Christian, beaucoup d'hommes ont touché mon cœur, mais vous êtes le seul à être entré dans mon cœur. Alors dans ce livre où vous racontez Christian Cabrol, votre amour, ma lumière, vous évoquez ce que vous faites aujourd'hui, qui nous a quittés, une compagnie de théâtre, et qui s'appelle Titan, et c'est pas par hasard. Non, parce que quand j'ai fondé... Christian, quand il était petit, on lui demandait « Comment tu t'appelles, mon petit bonhomme ?»« Je m'appelle Titan Bobol. » Et alors moi, quand j'ai fondé ma compagnie, elle s'est appelée forcément Compagnie Titan. Et vous racontez dans ce livre, Bérengère d'Autun, que au lieu de prendre votre retraite comme d'autres comédiennes, vous avez repris un théâtre, le Studio Hébertot, et vous êtes aujourd'hui une chef d'entreprise. Oui, bien sûr, il était hors de question. La retraite, j'ai déjà fondé ma compagnie, et puis j'ai joué, j'ai été appelé à jouer au Studio Hébertot, et là on s'est liés d'une grande proximité, affection, et Sylvia Roux et moi, regardez. Qui était la directrice à l'époque. Voilà, elle était directrice. Et puis, on était extrêmement liés. Et puis, un jour, Sylvia a eu envie de faire autre chose, de se tourner vers autre chose. Et elle m'a demandé, ça m'arrangerait bien si tu prenais la direction. Et donc, j'ai pris la direction et me voilà, chef d'entreprise. Et puis, j'ai pas envie de m'arrêter. Justement, à l'âge où d'autres prennent leur retraite, vous êtes une chef d'entreprise et le théâtre est un monde qui continue à vous fasciner. Oh, mais complètement, je regarderai toujours derrière le mur. Ah oui, il est hors de question. Je vous dis, comme Molière, c'est la mort qui me prendra en scène, mais passer les 6-20. Voilà. Mais en même temps, le théâtre, c'est tellement difficile aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. C'est un combat permanent. Peu importe. L'essentiel est de garder le cap. Oui. C'est pas grave. On subit comme tout le monde, on a subi l'arrêt évidemment du Covid. Et puis quand vous gardez votre cap et que vous faites une belle programmation, Sylvia est restée toujours ma directrice pour la programmation. Et quand vous faites une belle direction, les gens viennent au théâtre et ils viennent toujours au Studio Hébertot parce qu'ils disent vous avez une programmation formidable. On a envie de revenir parce que notre choix, ce sont les destinées particulières. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient changés quand ils sortent, ou qu'ils aient reçu du rêve, ou qu'ils aient reçu un enseignement. Et quand ils quittent le Studio Hébertot, ils ont reçu ou de la joie, ou autre chose qu'ils ne connaissaient pas. En tout cas, du rêve et de la joie vous en donnez avec ce livre Christian Cabrol, Mon amour, ma lumière, chez l'Archipel, où vous racontez 30 ans d'amour, 30 ans de passion et 30 ans de vie, comme personne. Oui. Et vous avez bien fait de le faire, et j'espère que tous ceux qui ont du cœur ne manqueront pas de le lire, Bérengère d'Autun. Mais je le souhaite. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.